Maintenant qu'on a notre question bien ficelée, il est temps de se jeter à l'eau. C'est l'étape où on va concrètement aller chercher les articles scientifiques qui pourraient bien répondre à notre interrogation. Pour bien chercher dans les bases de données, on utilise ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Le premier, c'est AND. Lui, il est parfait pour préciser la recherche. Si on tape coiffe, AND, risque infectieux, le moteur ne nous sortira que les articles qui contiennent les deux termes à la fois. C'est radical pour éliminer tout ce qui n'est pas pertinent. À l'inverse, on a l'opérateur OR. Lui, il sert à élargir la recherche. Par exemple, si on veut être sûr de ne rater aucun article sur les soignants, on peut taper professionnel de santé, OR infirmier, OR médecin. Le moteur nous remènera tous les documents qui contiennent au moins l'un de ces mots. C'est l'idéal pour inclure les synonymes. Et enfin, il y a NOT. Comme son nom l'indique, il sert à exclure. Si on s'intéresse au cancer chez l'adulte, on peut chercher cancer, note, pédiatrie. Ça permet de virer tous les articles qui parlent de cancer mais qui ne concernent pas notre population. C'est un outil très puissant, mais à utiliser avec un peu de précaution. Mais alors, on cherche où concrètement ? Il y a des bases de données spécialisées pour ça. PubMed, c'est la grande référence mondiale pour tout ce qui est biomédical. La Cochrane Library, c'est la championne pour les synthèses de la littérature, ce qu'on appelle les revues systématiques. Et pour trouver de la littérature en français, Lisa est une ressource vraiment excellente. Ok, notre recherche nous a sorti une liste d'articles. On pourrait croire que le travail est fini, mais en fait, le plus important commence maintenant. L'analyse critique. Il ne suffit pas de lire, il faut vraiment juger de la qualité et de la fiabilité de ce qu'on a entre les mains. Pour faire cette sélection d'articles de manière vraiment pro et rigoureuse, les chercheurs utilisent une méthode qui s'appelle Prisma. C'est une sorte de diagramme qui retrace tout le processus de sélection, combien d'articles on a trouvé au début, combien on en a exclu et surtout pourquoi. Cette transparence, c'est vraiment la garantie d'une sélection objective. Parfait. On a donc notre petite sélection d'articles choisis avec soin. La question qui tue à maintenant, c'est comment on fait pour savoir si ce qui est écrit dedans est solide? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux conclusions? La démarche, elle est simple en 3 mots, mais elle est très profonde. D'abord, il faut lire l'article, attentivement. Ensuite, il faut s'assurer qu'on a bien compris la méthode, les résultats, bref, la démarche de l'auteur. Et enfin, et c'est là que ça se corse, il faut porter un jugement critique sur la valeur de tout ça. Et pour juger, ce schéma est juste parfait. Il montre que toutes les études ne se valent pas. Il y a une hiérarchie. Tout en haut de la pyramide, avec un grade A, on a les essais contrôlés randomisés et les méta-analyses. Ça, c'est le top du top en termes de preuves. Et tout en bas, on trouve l'avis d'experts. C'est utile, bien sûr, mais ça reste un faible niveau de preuve scientifique. Le plus important, c'est de savoir où se situe l'article qu'on est en train de lire. Souvent, dans les bonnes synthèses d'articles, on trouve ce genre de graphique. C'est une évaluation du risque de biais pour chaque étude. En gros, les points verts, c'est un faible risque de biais, donc c'est fiable. Les jaunes, on ne sait pas trop. Et les rouges, c'est un risque de biais élevé. C'est un outil visuel ultra pratique pour se faire une idée rapide de la qualité globale des études. Et pour évaluer soi-même ce risque de biais, il faut se poser les bonnes questions, un peu comme un détective. Est-ce que les patients ont bien été répartis au hasard ? Est-ce que l'étude a été menée en aveugle, c'est-à-dire que ni les patients ni les soignants ne savaient qui recevait quel traitement ? Est-ce que les outils de mesure sont fiables ? Est-ce qu'il y a des contradictions entre ce qui est dit dans le texte et ce qu'on voit dans les tableaux ? Chaque non à ces questions, c'est un petit drapeau rouge qui doit s'allumer. Et nous voilà à la toute dernière étape, la plus concrète. On a posé une question, on a trouvé des preuves, on a évalué leur qualité. Maintenant, comment on fait le pont entre toute cette science et le soin qu'on va donner à un patient bien réel ? Cette image, elle est fondamentale. Elle nous montre que la pratique basée sur les preuves, ce n'est pas juste appliquer bêtement les résultats d'une étude. C'est bien plus fin que ça. C'est une synthèse entre 3 piliers. Les meilleures données scientifiques disponibles, bien sûr, l'expertise clinique du professionnel, son expérience, et, tout aussi important, les préférences et les valeurs du patient lui-même. C'est le croisement de ces 3 cercles qui donne un soin de qualité. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Tout ce processus, qui peut paraître un peu technique, de la question PICO à l'analyse des biais, n'a en fait qu'un seul et unique objectif, faire en sorte que les décisions prises pour chaque patient soient les plus sûres et les plus efficaces possibles, en se basant sur ce que la science sait de mieux à un instant T. Et voilà, on a fait tout le tour du processus. Alors je termine avec cette petite question. La prochaine fois qu'au travail, une incertitude, un débat, une question émerge, quelle sera la toute première chose à faire pour y répondre de manière structurée et scientifique ? Les clés pour démarrer sont désormais à disposition. Merci d'avoir suivi ce décryptage.